Aujourd'hui, une édition spéciale sur la vie en immeuble. Nous verrons les dimensions collectives et individuelles dans le cas d'immeubles résidentiels collectifs situés en zone urbaine. Essayons de comprendre le terme complexe d'immeuble. Accueillons Virginie Desbois, architecte spécialisée dans les immeubles, qui va nous l'expliquer. Bonsoir Madame Dutreuil. Effectivement, le terme d'immeuble est compliqué à cerner puisqu'il n'est pas toujours ce que l'on pense au premier abord. Cependant, je vais plutôt définir le terme d'immeuble résidentiel collectif car il s'agit de l'immeuble d'habitation le plus courant. Nous pouvons dire que de nos jours, un immeuble résidentiel collectif est un bâtiment qui comprend au minimum 2 logements. De plus, le terme d'immeuble s'oppose à meuble. Il regroupe une catégorie de biens et principalement ceux qui ne peuvent pas être déplacés, comme le sol, les arbres et le bâtiment en lui-même. Certains des bâtiments comportent plusieurs cages d'escalier qui, chacune d'elles, au sens propre du terme, constitue un immeuble distinct. Or, c'est l'ensemble qui est appelé immeuble. Cependant, au sens juridique, le mot immeuble désigne tout un ensemble de biens et de droits sur une propriété. Dans ce cas, en quoi peut-on différencier un immeuble résidentiel collectif d'un immeuble résidentiel individuel ? Il existe en effet une différence simple entre les immeubles résidentiels collectifs et les immeubles résidentiels individuels. Ces derniers se trouvent sous la forme d'une maison comprenant 2 logements distincts, un au rez-de-chaussée et un au premier étage. Au contraire de l'immeuble collectif qui, lui, est une maison comprenant au moins 2 étages étant reliés par un escalier. Merci de nous avoir défini ces termes. Remontons maintenant dans le temps pour parcourir l'histoire des immeubles. Reportage réalisé par Benoît Rouergue. Voyons en images un peu plus de 20 siècles résumés en 2 minutes expliquant l'histoire de l'habitat collectif. Il a été prouvé que c'est pendant l'Antiquité que les premiers immeubles ont fait leur apparition. Il s'agit des insulae. Depuis ce temps, les immeubles ne cessent de se développer. Ils sont de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus modernes. Une des principales causes du développement massif des immeubles est le manque de place et, en conséquent, le manque de logement. C'est donc grâce aux immeubles qui, au fil des siècles, s'élèvent de plus en plus haut vers le ciel, que la plupart de la population peut être logée. Ensuite, seconde cause, la concentration des emplois dans les zones urbaines. Les employés ont besoin de se trouver à proximité de leur lieu de travail. Il y a donc nécessité de renforcer l'offre de logement en créant de nouveaux immeubles. Troisième cause enfin, tout le monde ne peut pas se permettre d'habiter en maison particulière et d'autres choix que la vie en appartement. Il faut aussi préciser qu'au fur et à mesure du temps, les responsables au logement ont dû se pencher sur la question de loyers davantage modérés. Dès lors, les immeubles de type HLM occupent une grande part du marché. Pour conclure, les immeubles ne cesseront d'évoluer. Comme vous pouvez le voir, ces dernières constructions, presque futuristes, seront dépassées dans quelques années. Les immeubles de nos jours sont de plus en plus grands et de mieux en mieux aménagés. Afin de nous expliquer quelles sortes d'aménagements peuvent être mis en place, questionnons à nouveau notre invitée Virginie Desbois, qui a travaillé avec notre journaliste sur le terrain. Pour illustrer les différents types d'aménagements, j'ai accompagné l'envoyée spéciale Julie Nostri afin de réaliser ce petit reportage basé sur 3 immeubles en France. 2 sont situés en Normandie, dans les villes de Rouen et de Pont-Audemer, tandis que le 3e est à Torcy, situé à côté de Paris. Visionnons tout de suite le reportage guidé par Julie Nostri avec son équipe. Voici l'immeuble récent Kennedy, situé dans Pont-Audemer. Puis l'immeuble ancien rouennais. Et enfin,
l'immeuble de standing à Torcy, comprenant tous les trois au moins un aménagement. Prenons connaissance de quelques types d'aménagements possibles. Le jardin commun, entretenu soit par un jardinier, soit, comme ici, par les habitants. Une cour, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Le potager commun, où tous ceux qui participent peuvent récolter. Et, pour finir, les aires de jeu pour enfants permettant les rencontres des enfants et des parents. Retrouvons maintenant Julie Nostri interviewant une habitante de nos trois immeubles. Julie Nostri, envoyée spéciale. Madame a accepté de répondre à nos questions. On peut commencer ? Bien sûr. Dans quel type d'immeuble habitez-vous ? Un immeuble ancien, récent ou un immeuble de stand ? Récent. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? C'est une question obligatoire. 18-25 ans, 25-60 ou plus ? 25-60. Avez-vous l'impression de vivre de manière collective ou individuelle ? Individuel. Pourquoi ? Je pars de bonne heure le matin et je rentre tard, donc je n'ai pas le loisir de connaître beaucoup mes voisins. Oui, donc dans ce cas, vos voisins sont des inconnus. Pour ainsi dire. Y a-t-il des aménagements collectifs dans votre immeuble ? Oui, nous avons une petite cour et un petit jardin. Favorise-t-il les relations avec vos voisins ? Pour les enfants surtout. Ça permet aux enfants de jouer ensemble et les parents de se connaître. Aimeriez-vous que ces aménagements se développent ou se créent ? Se développe. Il serait bien qu'il y ait une aire de jeu sécurisée pour les enfants. C'est sûr. Et seriez-vous prête à participer financièrement à la création de cette aire de jeu ? Financièrement, non. Mais si je peux aider à sa construction, oui. Donc vous seriez prête à aider bénévolement, et s'il y avait un jardin qui serait créé, vous seriez prête à aller planter, arroser et récupérer les légumes ? Bien sûr. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup. Je vous en prie, mademoiselle. Virginie Desbois pour vos explications. Comme vous avez pu le voir, nous avons envoyé notre journaliste faire du porte-à-porte afin de questionner les gens sur leur immeuble et les relations qu'ils entretiennent avec leurs voisins. Intéressons-nous donc aux questions de voisinage. Notre envoyé spécial a voyagé de Normandie jusqu'à Paris afin de réaliser des sondages dans les trois immeubles dont nous avons vu les images précédemment. Voyons les résultats en images expliqués par notre journaliste. Après bilan des résultats obtenus par le biais des questionnaires soumis à 24 habitants de nos trois immeubles, nous pouvons dégager les faits suivants. Tout d'abord, il apparaît que la tranche d'âge la plus présente dans les immeubles est celle des 25-60 ans, soit celle des actifs, tandis que la tranche minoritaire est celle des retraités. Ensuite, nous nous sommes intéressés au ressenti des personnes interrogées. Ont-elles l'impression de vivre davantage de manière collective ou individuelle ? La réponse était claire puisque près de 70% des habitants ont coché la case collectif, soit presque 2 fois plus que l'autre option. Entrons maintenant dans le vif du sujet en demandant quel type de relations existent entre les voisins. Sont-ils amis, de simples connaissances ou bien des inconnus ? Ici, c'est la relation intermédiaire qui l'emporte de loin, avec près de 70% des réponses. Vient ensuite la catégorie amis, puis inconnus. À présent, approfondissons en cherchant un lien entre la présence d'aménagements collectifs, tels que des jardins, cours et parkings, et les relations entretenues. Pour presque 40% des questionnés, ces aménagements ne semblent pas apporter un plus à la vie en collectivité, alors que, pour le restant, cela permet au contraire les échanges. Enfin, nous constatons que la plupart des personnes ne trouveraient pas d'inconvénient à participer bénévolement à l'amélioration des espaces communs. Par contre, il n'en est pas question financièrement pour la plus grande majorité. Pour conclure, nous pouvons affirmer que les habitants des trois immeubles choisis, allant de l'ancien jusqu'au récent en passant par le standing, vivent de manière collective, en restant à des liens de courtoisie avec le voisinage, mais apprécieraient tout de même, pour la plupart, que les aménagements se développent. Découvrons désormais le film sélectionné par notre équipe pour cette édition spéciale sur la vie en immeuble. Il s'agit d'une heure de tranquillité réalisée par Patrice Lecomte et Florian Zeller. Visionnons tout de suite quelques images.
C'est le premier album de Neil Young. Ça fait des années que j'attends ce moment. Non, mais tu vas rire. Quand j'ai commencé ma collection, je me suis dit, le jour où tu pourras écouter tranquillement Neil Young, tu seras un homme heureux. Je peux te parler juste avant que tu le mettes, si ça t'embête pas. Maintenant? C'est à cause de Sébastien, en fait. Ah non, pas lui. Il fait rien de ses journées. Bonjour, mon grand. T'as pas de cœur. Ça m'étonnerait, en plus je fais de la tachycardie. Ils vont finir par me foutre mon me myself en l'air. Ah, bonjour, monsieur Michel. Vous êtes là, vous? Il vous dérange pas, là? Rentrez chez vous, je suis sûr que votre mari vous attend. Il est mort. Hein? Ah, il est mort. Mais ah, merde, ah oui, c'est vrai. Elsa? Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes l'aspirateur? Non, laissez ça. Et lâchez-le, à la fin, c'est le mien. Pour nous deux, elle sait. Je te fais des soucis pour rien, je te dis. Non, je te dis qu'elle n'a rien découvert. Quoi encore? Le plafond de mon salon est complètement imbibé d'eau. Je ne vous propose pas d'entrer, hein. Non, bien sûr. Non, je ne vous le propose pas parce que je suis affreusement en retard. La Léo! C'est possible de ne pas faire de bruit? Merde. C'est charmant. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici? Dire la vérité, Nathalie. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi justement aujourd'hui, bordel de merde? Non, mais c'est invraisemblable. Ça, je t'ai dit que je voulais écouter cet album. Mais qu'est-ce que c'est que ces personnes? La fête des voisins. Bah, décidément, c'est vraiment ma journée, là. Hein. T'es égoïste. Égoïste? Moi? Elsa, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te parler. Mais vous voulez me rendre dingue, mais tu vas me faire craquer, c'est ça? Il y a un gros problème. Mais on vous a demandé de faire un bureau, pas une piscine, bon sang! Faire un constat d'assurance. Mais moi pas, assurance. Comment ça, toi, pas assurance? Mais vous payez moins noir. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai, ça aussi. Malheureusement, les scénaristes d'une heure de tranquillité n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Cependant, nous avons pu interroger le réalisateur au sujet du film. Regardez. Bonjour, merci de m'avoir reçu chez vous et d'avoir accepté de nous parler du film que vous avez réalisé aux côtés de Florian Zeller. Sorti le 31 décembre 2014, Une heure de tranquillité a fait plus d'1,3 million d'entrées, ce qui a été, pour le cas, l'un des plus grands succès de son année. Pourquoi avez-vous eu envie de retranscrire en film la pièce comique de Florian Zeller? Après la fin des Bronzes Étroits, Christian Clavier et moi avons déjà projeté de travailler à nouveau ensemble. Quand j'ai vu la pièce de Zeller, j'ai tout de suite pensé à Christian et je lui ai donc envoyé le scénario. Tout comme moi, il trouvait l'histoire très drôle, avec ses airs de vaudeville. Nous avons senti que c'était le moment de travailler de nouveau ensemble. Quel problème avez-vous rencontré lors de la retranscription? Le problème était d'étoffer les rôles des personnages secondaires, pour qu'ils n'aient pas l'impression de faire de la figuration. Les changements effectués dans le scénario n'ont pas posé de problème à Zeller, tout au contraire, il était même enthousiaste. Est-ce que la durée du film est différente de celle de la pièce d'origine, en comprenant les modifications? Équivalente, soit environ 1h20. Nous avons réussi à réaliser un film relativement court, tout en étant assez proche de ce que Zeller avait déjà écrit. Et quant au tournage, combien de temps a-t-il duré? Là aussi, ça a été rapide. En 26 jours, tout était bouclé. Où le tournage s'est-il déroulé? Nous avons tourné principalement dans un studio dans les Yvelines, à Gros-Rouvre, mais aussi à Paris. Il s'agissait de notre dernière question. Merci beaucoup, monsieur Lecomte. Pour la suite de cette édition spéciale sur la vie en immeuble, nous vous retrouverons dans un studio vert pour encourager l'écologie et la création d'immeubles verts et même de cités vertes, comme vous en voyez en ce moment. Voyons maintenant le livre d'un auteur décédé l'été dernier, un auteur ayant une renommée dans la littérature française, Michel Butor. Nous avons l'honneur aujourd'hui sur le plateau d'accueillir la fille d'un ancien ami de cet auteur afin de nous présenter l'un des succès de Butor, Passage de Milan, qu'il a terminé d'écrire en 1954. Accueillons donc Maude Savoie. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir parler en la mémoire d'un vieil ami de mon père. Vous nous avez fait comprendre qu'il s'agissait d'amis de longue date. Quand votre père l'avait-il rencontré pour la première fois? La première fois, attendez que je me souvienne. Il me semble que c'était quand Butor était arrivé au collège Saint-François de Sales,
où mon père étudiait à cette époque. C'était au début de la guerre et Butor venait d'emménager à Évreux avec ses parents. Ils se sont tout de suite liés d'amitié et mon père me disait souvent que le petit nouveau le faisait bien rire. Une magnifique histoire qui nous confirme qu'une amitié peut durer toute une vie. Mais dites-nous, à ce moment-là, votre père savait-il que Butor était destiné à être un si bon écrivain? Quand il l'a rencontré, avait-il déjà la passion de l'écriture? Non. Mon père m'a dit qu'à l'entrée de Butor au collège, il n'écrivait pas encore. Après tout, il n'avait que 13 ans. Mais par la suite, Butor a tout de même suivi des études littéraires et c'est seulement à l'âge de 24 ans qu'il a commencé à écrire des textes destinés à des pièces musicales. Et concernant le passage de Milan, savez-vous pourquoi il a écrit sur ce thème qui nous intéresse particulièrement ce soir? Et quand l'a-t-il commencé? Je sais qu'il l'a commencé en 1952, alors qu'il était en Égypte. Mais l'écriture de cet ouvrage ne s'est pas uniquement passée là-bas, puisque de 1952 et 1954, il voyageait en Europe à la visite de musées. Quant au thème, je peux simplement vous dire qu'il a écrit sur un immeuble de Paris, car c'est une ville qu'il affectionnait tout particulièrement, et qu'un jour, il avait dit à mon père qu'il avait besoin d'écrire au-dessus de la capitale afin de l'avoir toujours auprès de lui. De plus, il faut savoir qu'il a vécu lui-même dans un immeuble parisien, et c'était donc un sujet qui lui tenait totalement à cœur. Pour finir, pouvez-vous rapidement nous résumer l'histoire de Passage de Milan et nous lire le passage qui, d'après vous, reflète le plus la vie de votre père Albert? Dans ce livre, on suit la vie des habitants d'un immeuble de 7 étages dans Paris, qui se trouve Passage de Milan. Le roman débute un soir à 19h et se termine à 7h le lendemain matin suivant. Durant ce laps de temps, un meurtre est commis alors qu'a lieu la fête d'anniversaire des 20 ans d'Angèle, la fille des Vertigues, qui habite au 4e étage. Le passage qui me fait le plus penser à Butor, et sans le moindre doute parce que mon père me l'a répété maintes et maintes fois, est celui qui débute le livre. L'abbé Rallon se pencha à la fenêtre. Il y avait Paris tout autour, séparé par une fausse muraille de brume et de fumée couleur de teinture d'iode, de châtaigne et de vieux vin. En lisant cela, mon père me disait souvent qu'il le revoyait avec son verre de vin penché à la fenêtre. Il adorait faire cela. Il voulait toujours avoir un œil sur la vie qui se passe dans la ville et qu'il habitait. Quel moment émouvant! Nous pensons tous à l'ami d'Albert ce soir dans cette édition spéciale qui peut être en quelque sorte un hommage à lui. Merci pour ce témoignage. Cette édition spéciale touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de soirée.